Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire du Plus des marchés. On va parcourir ensemble beaucoup de choses aujourd'hui et on va voir pas mal de graphiques. L'idée, c'est vraiment de vous montrer ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Si vous pouvez répondre dans le chat, ça serait top parce que on va voir pas mal de graphiques aujourd'hui. Super, merci, top. OK. Tout le monde est connecté, on attend encore quelques petites secondes. Merci Florian, merci Nicolas, merci Hugo. Ça marche. Bien. Alors c'est parti. Vous pourrez également écouter le replay si vous le souhaitez. Vous pouvez accéder à ce document qui a beaucoup d'informations par la suite. N'hésitez pas à cliquer en bas sur «Je veux être recontacté», auquel cas on peut continuer cet échange et rentrer dans les détails des différents indicateurs macroéconomiques. Et pour moi, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner une map globale de ce qui se passe sur les marchés, quelques indicateurs macroéconomiques qu'on surveille de très près. On vit quelque chose d'inédit aujourd'hui dans le monde. Tout le monde se pose des questions sur l'impact, évidemment, de l'arrivée de l'IA, des gains de productivité, que ce soit sur le marché de l'emploi, que ce soit sur les marges des entreprises, mais également, évidemment, le risque géopolitique et les conflits qui se succèdent. Euh, on est dans une concentration, consolidation de la politique mondiale qui n'est pas sans impact sur les marchés financiers qui cherchent à avoir une visibilité pour pouvoir évaluer la valorisation des sociétés. Donc, on va commencer par la macroéconomie. Et les questions qui se posent aujourd'hui, notamment, c'est comment ça se fait qu'on soit au plus historique sur les marchés financiers alors que on vit un choc géopolitique et énergétique majeur qui impacte évidemment l'inflation, qui impacte la croissance économique, qui peut potentiellement amener les banques centrales dans une configuration où on va relever les taux d'intérêt. En tout cas, il y aura un virage des politiques monétaires. Donc, comment ça se fait que les marchés financiers se détournent de cette réalité et continuent à performer? Premier point. Et deuxième point, à quel point cet équilibre est fragile. Donc, on va parcourir tous ces points ensemble, on va rentrer dans les détails. Et on va commencer par l'impact, évidemment, de ce choc énergétique qui concerne 20% du commerce pétrolier mondial, qui transite par le détroit d'Ormuz, qui n'est pas encore résolu. L'accord n'a pas été encore trouvé, bien que on attend une annonce de Donald Trump aujourd'hui, qui certainement va nous dire qu'il ne va plus intervenir de manière militaire en Iran et que toute intervention militaire serait limitée à une attaque de la part de cette zone géographique. Donc il essaie vraiment de lever le pied, de sortir de ce conflit qui aujourd'hui pénalise le consommateur américain et qui impacte évidemment le pouvoir d'achat. Le risque de cette situation, il est surtout au niveau de l'inflation. C'est-à-dire que étant de sources exogènes, étant quelque chose qui impacte les économies de manière immédiate. On l'a vu sur l'inflation, typiquement en zone euro, l'inflation elle a été tout de suite doublée. On est passé de 1,5% d'inflation à 3,2% en l'espace de 2 mois. Aux États-Unis, on est autour de 4, donc 3,8% d'inflation. Évidemment, ce n'est pas anodin. Si ce conflit perdure, on peut avoir une situation structurellement plus difficile. Alors, le risque de stagflation, aujourd'hui, il est présent, certes, mais ce n'est pas notre scénario de base. On va revenir sur ces sujets. Le risque de stagflation, quel est-il? À partir du moment où l'inflation est supérieure à la croissance économique, on peut avoir des conditions économiques beaucoup plus difficiles et donc effectivement une évolution des marchés financiers qui prendrait le sens inverse. Pour le moment, ce qui est rassurant dans cette situation, c'est que les amortisseurs sont présents. C'est un risque qui est asymétrique. Donc, les amortisseurs, c'est-à-dire que nous avons les stocks aujourd'hui énergétiques pour pouvoir continuer encore à fonctionner pendant des mois. L'inflation, on le verra par la suite, mais l'inflation reste assez contenue. On n'est pas rentré dans un contexte d'hyperinflation autour de 6, 7, 9% comme c'était le cas en 2022. L'économie, malgré cet impact des prix de l'énergie et malgré une inflation qui va vers le haut, l'économie résiste. L'économie mondiale résiste. On est depuis plus d'un an, depuis plus de 2 ans même, je dirais, dans une configuration de ralentissement économique. Pour rappel, on vient de passer 5 années qui étaient
assez particulière, je dirais avec des difficultés majeures sur les marchés financiers. Ça a commencé en 2020 avec la crise sanitaire, donc Covid, confinement mondial. 2021, plutôt belle année. 2022, guerre en Ukraine. Donc c'est là où les économies occidentales entrent dans cette configuration d'hyperinflation. Et par la suite, évidemment, les banques centrales réagissent pour pouvoir contrer cet effet inflationniste. Elles montent massivement les taux d'intérêt sur une période de 18 mois, passant de 0 à 5% environ en termes de taux. Et donc, ce n'est pas sans impact sur les marchés financiers qui se retrouvent en difficulté. Évidemment, l'économie ne peut pas fonctionner ayant accès au financement à 5%. C'est très, très difficile. Donc, et aujourd'hui, 2025, 2026, hein, donc c'est les années de Trump, post-élection aux États-Unis, et ça a commencé en 2025, pour rappel, Liberation Day au mois d'avril, qui annonce le relèvement des tarifs douaniers, et puis aujourd'hui, le détroit d'Ormuz, hein, et la guerre en Iran. Tous ces événements majeurs auraient dû impacter l'économie de manière importante. Or, l'économie résiste. Et on le voit sur les prévisions de croissance économique aujourd'hui. Hein, en zone euro, on se situe autour de 1%. On est sur une croissance qui est assez atone. Mais aux États-Unis, on est sur une croissance qui est supérieure à 2%. Je ne parle pas de la Chine aujourd'hui. Ça fera partie d'un autre webinaire par la suite. Mais on reste dans une zone de croissance positive aujourd'hui. Les investissements publics sont derrière également. N'oublions pas que nous sommes dans une conjoncture où les politiques de relance budgétaire sont assez présentes. On l'a vu en Allemagne, 500 milliards d'euros qui seront débloqués sur les prochaines années, qui seront reversés dans les économies et qui seront sources, évidemment, en tout cas qui seront profitables aux sociétés cotées, qu'elles soient de grande capitalisation ou de petite capitalisation en Europe. Si on doit aussi relever certains signaux, si on devait regarder les directeurs d'achat, alors les directeurs d'achat, c'est un indicateur qui va regrouper plusieurs facteurs, mais on parle essentiellement des carnets de commandes, c'est ce qu'on appelle les PMI. Aujourd'hui, pour rappel, les PMI dans le jargon financier, enfin, en tout cas dans le fonctionnement de l'analyse financière, au-dessus de 50% annoncent une expansion de l'économie. En dessous de 50 points, pardon, on est plutôt dans un signal de contraction de l'activité économique. Aujourd'hui, on est dans une zone qui est plutôt confortable au niveau des PMI. Alors, on voit une sacrée résistance à ce niveau-là, c'est-à-dire que les sociétés continuent à fonctionner, continuent à investir, les carnets de commandes sont plutôt pleins, en tout cas assez confortables, ce qui est assez rassurant. Les PMI, ce sont des directeurs d'achat qui sont surveillés de manière mensuelle, qui sont publiés de manière mensuelle, et qui nous donnent une température, je dirais un sentiment positif ou négatif sur les conditions économiques à venir. Alors, pourquoi cette croissance, elle résiste et pourquoi effectivement on ne ressent pas cet impact du risque géopolitique et de la hausse du prix des énergies sur les marchés financiers? Alors, d'abord, parce qu'on est dans une ère d'économie qui est beaucoup moins énergivore qu'auparavant, qu'en 2022 par exemple. Je vous rappelle que lorsque la guerre en Ukraine a été déclarée, on est tout de suite, hein, en quelques mois, donc 24 février 2022, en quelques mois, le continent européen, hein, et américain se retrouve de manière simultanée dans un contexte d'inflation de 10%. Aujourd'hui, en 2 mois, cette inflation, elle a certes été doublée, mais le rythme d'accélération, enfin, en tout cas, il n'y a pas d'accélération et le rythme de croissance reste assez mesuré, assez contenu. Donc, cette dépendance et cette autonomie, en tout cas européenne, au niveau des énergies, nous aide aujourd'hui dans ce contexte où le détroit d'Ormuz est complètement bloqué. On va parler également de la participation de l'intelligence artificielle qui, elle, atténue l'impact inflationniste. L'IA, alors, on a aujourd'hui des cycles d'investissement qui sont majeurs, évidemment, on parle de 800 milliards de dollars d'investissement pour 2026 dans l'intelligence artificielle. Les gains de productivité générés par ce secteur, en tout cas, seront évidemment source de baisse d'inflation. Et puis, on a également, de par cette intelligence artificielle, on observe un impact sur les marges des sociétés qui deviennent de plus en plus solides. On voit que la croissance des bénéfices, par exemple, du bénéfice par action en 2026, est de 27% plus important que celui de l'année dernière à la même période.
Donc, ce n'est pas rien. En tout cas, on vit un changement de prisme aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui soutient des économies, en dehors des politiques monétaires et en dehors des politiques budgétaires. Et puis enfin, évidemment, j'en profite de cette transition, les politiques budgétaires dont on a parlé tout à l'heure, qui seront profitables aux différents secteurs. Quelle sera la réaction des banques centrales? Ça, c'est le grand sujet d'aujourd'hui. Est-ce que, de par cette inflation qui repart vers le haut, on aura un virage à 180 degrés des politiques monétaires qui étaient plutôt accommodantes pour la partie européenne? On est déjà dans une baisse de taux depuis plus d'un an, depuis pratiquement 2 ans, autour de 2% du taux de financement actuel. On prévoit, ceci dit, une hausse des taux la semaine prochaine d'ailleurs, et ensuite potentiellement avant le mois de septembre ou au mois de septembre, de 0,25%, donc pour un 0,50% pour 2026 en tout. Pourquoi est-ce que la BCE va relever les taux d'intérêt malgré le fait que Christine Lagarde nous a clairement dit que le fait d'augmenter le taux ne va pas résoudre le conflit iranien? La BCE, le mandat de la BCE est beaucoup plus restrictif qu'aux États-Unis. La BCE, elle va regarder uniquement l'inflation. Or, la Réserve fédérale, par exemple aux États-Unis, va regarder aussi bien le niveau d'inflation que le niveau de l'emploi. Donc le mandat est légèrement différent et de par ce ciblage au niveau des engagements des banques centrales, Christine Lagarde n'a pas vraiment le choix en réalité. Puisque l'inflation repart, elle devrait monter les taux d'intérêt. Alors, est-ce que ça serait une erreur potentielle? C'est bien possible. Mais en tout cas, on ne croit pas dans un virage majeur des politiques monétaires. Autrement dit, on ne prévoit pas une hausse des taux de 2 points ou 3 points, comme ça a été le cas en 2023, par exemple. Donc, si hausse des taux il y a, on aura potentiellement un retour. Donc, sur les effets de second tour, ça, on va rentrer dans les détails, mais la croissance, évidemment, pourrait être impactée. On aura une baisse potentielle en 2027. La Réserve fédérale, elle, c'est très intéressant parce que elle n'a en réalité aucune raison de baisser les taux d'intérêt aujourd'hui. Je vous montre le graphique de l'emploi hors agriculture aux États-Unis et on voit que le marché de l'emploi se porte bien. On a eu des très bonnes publications en termes d'études, notamment Jolts qui nous parle de la création d'emplois aux États-Unis, qui est ressorti largement au-dessus des attentes du marché et qui nous montre un marché qui est très très dynamique. Donc la Réserve fédérale, si effectivement on est dans une configuration de croissance, d'inflation plutôt contenue et effectivement d'un marché de l'emploi qui se porte plutôt bien, le nouveau président de la Réserve fédérale, là, Kevin Warsh, n'aura absolument aucune raison de baisser les taux d'intérêt. Donc s'il le fait, il n'est pas exclu qu'il le fasse, mais s'il le fait, ça pourrait potentiellement remettre en cause la crédibilité de l'institution et mettre en avant plutôt cette pression politique que la Réserve fédérale subit aujourd'hui aux États-Unis. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer au niveau de la Fed. En tout cas, la BCE peut potentiellement piloter un tout petit peu le taux d'intérêt, mais sans impact majeur, en tout cas sans virage à 180 degrés. Et si on doit rentrer un tout petit peu plus dans les détails de l'économie américaine, parce qu'évidemment, on se lève tous le matin en se posant la question, lorsqu'on a des investissements sur les valeurs mobilières cotées, en se posant la question suivante, c'est comment se porte aujourd'hui le consommateur américain et comment va l'économie américaine aujourd'hui, en tout cas eu égard à cette nouvelle configuration d'un nouveau président, de la guerre en Iran, c'est parce que les États-Unis représentent 25% de la création des richesses mondes. On voit, devant vous, vous voyez depuis 2012 l'évolution de la croissance américaine, du PIB américain, et la décomposition de ce dernier. Et on voit que les exportations sont, évidemment, la balance extérieure, sont plutôt en positif aujourd'hui aux États-Unis, grâce au pétrole. La consommation ne baisse pas et on reste sur des niveaux de croissance entre 2,5 et 3% globalement. Alors, les investissements des entreprises et le sentiment général aux États-Unis, il reste plutôt positif. On voit effectivement ici la courbe des investissements des entreprises qui n'a pas vraiment été impactée par ce conflit en Iran. Or, ça a été le cas lorsqu'on a parlé du fait de relever les tarifs douaniers. Donc, pas de signaux aujourd'hui alarmistes à notre sens. On observe de manière assez surprenante une résilience
une résistance de l'économie américaine face à cette hausse des prix de l'énergie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne prévoit pas réellement de virage majeur au niveau des taux d'intérêt. L'inflation, j'attire votre attention sur le fait que la nature de cette inflation aujourd'hui qu'on observe, elle est exogène, donc elle est importée. On n'observe pas d'inflation par les salaires, on n'observe pas d'autres sources d'inflation, par exemple le pilotage de la politique migratoire aux États-Unis. Ce qui impacte aujourd'hui l'évolution des prix, l'indice des prix à la consommation, c'est notamment, c'est d'ailleurs uniquement les prix de l'énergie, des engrais alimentaires et des denrées. Le riz a pris 30% par exemple, en termes de prix. L'épargne excédentaire des ménages n'est pas suffisamment importante non plus pour impacter l'inflation. Lorsqu'on est sorti du confinement en 2021, cette épargne, elle représentait à peu près 8% du PIB américain. On était entre 8 et 12% du PIB américain et on était sur des niveaux qui étaient relativement hauts en zone euro également. Donc, il y avait effectivement des phénomènes qui pouvaient être générateurs d'inflation plutôt structurelle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, autrement dit, si le conflit demain s'arrête, si on a une résolution de cette situation, il y aura forcément un impact dans le sens inverse sur l'indice des prix à la consommation. Comment réagissent les marchés financiers dans cette configuration? D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions avant de parler des marchés financiers. Si des questions il y a, surtout n'hésitez pas à les intégrer dans le chat. L'idée, c'est également d'échanger tous ensemble, de vous apporter des informations et de répondre à vos interrogations. Alors, les marchés financiers réagissent plutôt très bien et on l'a vu. En 2023, le S&P fait plus 25. 2024, le S&P refait plus 25. 2025, on est sur une excellente année en termes de performance. On est autour de 13% de mémoire, entre 13 et 18%. Et en year-to-date, depuis le début de l'année 2026, on est autour de 11%. Donc, on est sur un indice, en tout cas, on est sur plutôt une performance assez importante des marchés financiers sur les plus gros indices mondiaux. Je reviendrai sur le S&P, sur l'origine de cette dernière. Mais le marché, aujourd'hui, ne presse pas de catastrophe, en tout cas. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un décalage temporel? Est-ce qu'effectivement, les effets, si les amortisseurs s'épuisent et si les stocks aujourd'hui ne sont pas suffisants dans une configuration où le conflit perdure et l'impact perdure dans le temps. Est-ce qu'il y a un décalage temporel? C'est possible. Attention, on n'est pas dans une situation qui est complètement, je dirais, protégée de ce cas. Mais en tout cas, on ne voit pas de catastrophe aujourd'hui sur les marchés financiers. Je vous montre l'évolution effectivement des principaux indices, que ce soit le S&P ou l'Eurostoxx aux États-Unis ou en zone euro. Sur les 5 dernières années, donc depuis 2021 jusqu'en 2026, et on voit que malgré la volatilité de ces marchés, on est dans une configuration de marché structurellement haussier. Alors oui, on a eu des épisodes comme la guerre en Ukraine, on a eu des épisodes effectivement comme en 2023 avec la hausse des taux d'intérêt par les banques centrales, mais globalement, la valorisation du S&P a doublé sur cette période. Et en Europe, on est sur des marchés aussi plutôt croissants sur ces dernières années. Est-ce qu'il s'agit d'une croissance homogène? Ça, c'est la grande question. Et comment est-ce qu'on devrait investir dans cette configuration? 90% de la performance des marchés américains s'explique par les valeurs technologiques. On le voit, les États-Unis ont choisi clairement leur cheval de bataille. Un tiers de la croissance économique américaine aujourd'hui est réinvestie dans le secteur de la tech. Donc, on a une pondération suite à cette performance des marchés financiers qui a beaucoup augmenté. Donc, ça veut dire que sur les 500 entreprises de différents secteurs, on va retrouver 30% de la tech un tout petit peu plus même dans le S&P et autour de 30% dans le MSCI World, parce que ça, c'est la pondération du MSCI World que vous voyez devant vous. Ce secteur de la tech, aujourd'hui, il est axé essentiellement sur l'IA et les semi-conducteurs. Donc, on le voit que les grands gagnants des 12 derniers mois, c'est les semi-conducteurs, donc plus 48%,
de performance et la tech de l'IA. La croissance bénéficiaire de ce secteur, elle est autour de 29% par an, versus 9% sur l'ensemble des autres secteurs de l'indice. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la question qui se pose aujourd'hui lorsqu'on achète les valeurs mobilières cotées sur les marchés financiers, c'est est-ce qu'on les achète trop cher? La valorisation du secteur tech aujourd'hui, en termes de multiples de bénéfices, elle se situe autour de 33 fois les bénéfices. J'avance un tout petit peu, je reviendrai sur cette slide, puisqu'on parle des valorisations. Pour une valorisation moyenne de l'indice autour de 23 fois les bénéfices. Donc, on a une grande disparité entre le secteur de la tech et l'ensemble des autres secteurs faisant partie de cet indice. Historiquement, on évolue dans les marchés qui étaient valorisés à peu près à 15 fois les bénéfices. Aujourd'hui, on est amené à acheter ces valeurs à 35 fois. Donc, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que je ne paie pas trop cher cette valeur dont les multiples pourraient avoir un rééquilibrage dans le temps, ne serait-ce que de par ces investissements majeurs dans l'intelligence artificielle, ou bien est-ce que je le paie au prix juste et ils vont pouvoir continuer à performer. Alors, eu égard à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'annonce des croissances bénéficiaires de ce secteur, on est assez protégé au niveau des multiples. On voit aussi qu'en dehors de la tech et des semi-conducteurs, la défense, par exemple, a beaucoup performé. Sujet du jour, hein. Donc on a des sociétés comme Dassault, comme Thales par exemple, dans le CAC 40, qui performent assez bien. Et attention à la consommation discrétionnaire et l'immobilier sont deux secteurs qui sont en difficulté de par la hausse des taux d'intérêt et l'inflation évidemment qui impacte le pouvoir d'achat des ménages qui se contractent. Je regarde si vous avez des questions particulières, mais il ne me semble pas. Je voulais vous mettre en avant aujourd'hui une valeur qui a pratiquement doublé sa capitalisation sur les 3 derniers mois, qui s'appelle SoftBank. C'est une valeur japonaise. Et on voit cette envolée, notamment, qui suit l'intégration de l'intelligence artificielle dans son business model, premièrement, et deuxièmement, évidemment, les participations que cette valeur a dans les sociétés comme Nvidia, par exemple, de par le holding de ARM. Ce que j'entends par là, c'est que la tech américaine, aujourd'hui, n'est pas à l'abri de continuer à générer de la valeur sur les prochaines années, malgré la performance majeure de 2023, 2024, 2025 et depuis le début de l'année. En revanche, la volatilité sera de mise. Ça veut dire que, achetant les valeurs à des multiples qui sont plutôt élevés, ces valeurs seront assez sensibles aux effets d'annonce. N'oublions pas qu'on avance dans un contexte géopolitique qui est plutôt synonyme d'incertitude. Si demain on a une nouvelle guerre, une nouvelle crise sanitaire, mais un événement exogène qu'on ne peut pas prévoir, qui pourrait potentiellement avoir un impact sur les politiques monétaires ou sur la configuration générale des marchés, on aura aussi une réaction qui pourrait être très violente. Donc, à contrario, si on devait parler du flop et du top, la valeur que je mettrais en avant, qui a le moins bien performé pour le coup, c'est la valeur Figma. La valeur Figma qui est spécialisée dans le software, dans l'édition de logiciels, qui fait partie du secteur des SaaS et qui a perdu pratiquement 80% de sa valeur sur la dernière année. Alors, Figma, c'est très intéressant parce que l'IPO de Figma s'est faite il y a un an, le 31 juillet 2025. C'était une IPO qui a plutôt bien fonctionné sur les premières heures et qui ensuite a été sanctionnée par les marchés financiers de par cette remise en question du modèle d'éditeur de logiciels par l'intelligence artificielle qui va remplacer les fonctions traditionnelles à ce niveau-là. On a déjà beaucoup parlé des valorisations. Je vais peut-être passer ce slide. Juste une chose, une remarque peut-être importante. On parle souvent de bulles de la tech, et on parle beaucoup de la tech aujourd'hui d'ailleurs, mais on s'interroge sur une bulle éventuelle sur ce secteur. Alors, la bulle, évidemment, tout est possible dans le temps. On estime qu'on se situe aujourd'hui dans quelque chose d'entre deux, finalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque d'engouement qui nous dirigerait vers une bulle potentielle. Ça ne veut pas dire que dans une situation qui est plutôt sereine, mais on n'est pas non plus sur une frontière risque.
Ce que je veux dire par là, c'est que n'oublions pas que les valorisations dans les années 2000 étaient autour de 70 fois les bénéfices pour le secteur technologique de manière générale. Et on n'y est pas du tout et on est encore assez loin de ces niveaux de valorisation. Quand on regarde le niveau de valorisation en Europe, on se rend compte que c'est une zone qui est beaucoup plus attractive que les États-Unis. Alors, l'attractivité, elle est évidemment de par le marché qui n'est pas vraiment, qui n'est pas très très cher. On achète les valeurs européennes autour de 15 fois les bénéfices. Ce marché devient de plus en plus attractif parce qu'on a une main-d'œuvre qui est considérée comme pas chère, eu égard au niveau de salaire actuel. Et on a également un soutien des politiques budgétaires qui est assez important en Europe, qui nous permet de booster la croissance économique, qui est tâtonne, certes, mais qui n'est pas négative aujourd'hui. En conclusion, alors, en ce qui concerne les convictions, pas de virage donc sur les taux d'intérêt pour nous, une légère hausse des taux en Europe et potentiellement une baisse en 2027, un statu quo plutôt aux États-Unis au niveau de la réserve fédérale, l'IA qui va renforcer les marges des entreprises grâce au gain de productivité. Alors, les investissements sont massifs aujourd'hui, mais structurellement, évidemment, ça va soutenir le tissu microéconomique. On a en revanche un risque géopolitique qui est croissant aujourd'hui, de par cette concentration politique mondiale entre la Russie, la Chine, les États-Unis, le côté imprévisible du président américain actuel, qui peut à tout moment générer alors je dirais pas un conflit, mais une situation qui serait imprévue. Donc cette instabilité géopolitique est souvent sanctionnée par les marchés financiers, en tout cas rend les marchés fébriles et très sensibles aux effets d'annonce. Et puis la fragmentation des marchés qui fait qu'on n'a pas réellement, en dehors de la tech aujourd'hui américaine, on n'a pas de tendance structurelle. Les rotations sectorielles sont très fréquentes. On observe beaucoup de prises de bénéfices d'un secteur et les investisseurs qui se repositionnent finalement sur un autre secteur. Ce qui, à notre sens, va nous amener aux performances plutôt intéressantes au niveau de la gestion active. Attention effectivement à cette prise de position sur la gestion passive classique qui a très très bien performé sur les dernières années. On était dans une tendance assez claire, mais qui pour nous sera un tout petit peu moins intéressante sur les années à venir parce que de par cette fragmentation et cette évolution un peu hétérogène des différents secteurs cotés aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous enverrai ce document par la suite en replay si vous le souhaitez. On va essayer de faire ces échanges de manière mensuelle. Si vous souhaitez continuer les échanges et si vous souhaitez nous contacter, n'oubliez pas de cliquer et de demander à être recontacté. Et puis moi, évidemment, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Suite à toutes ces informations. Je vous souhaite une bonne fin de journée.